commencer. Bonjour, je m'appelle Denise Silbert. Je vais co-animer cet atelier avec Coralie Baumard. Pour ma part, je suis la fondatrice de Basis Stratégie et VR for Health. Cela fait 25 ans que je soutiens toutes les causes de la e-santé et en particulier, j'ai vraiment hâte que l'on développe la télésurveillance. Bonjour à tous, Coralie Baumard, je suis chef de la rubrique industrie pour Mind Health et je suis au quotidien les évolutions du marché de la télésurveillance. Alors Coralie, vous pouvez peut-être nous dire comment on pose des questions. Oui, alors il y a une session de questions-réponses à la fin de notre atelier. Donc je vous invite à poser vos questions sur la plateforme, que vous soyez à distance ou dans la salle. Alors, juste avant de poser la première question au professeur Denis, je vais vous dire que comme j'adore la télésurveillance, je pense que vraiment c'est un élément essentiel de l'avenir du système de santé. J'ai voulu voir si ChatGPT était d'accord avec moi. Et c'est le cas. La télésurveillance en France représente une révolution dans la e-santé, offrant un suivi médical innovant et personnalisé, s'inscrivant dans un cadre administratif rigoureux, avec une prise en charge soulignant l'engagement de l'État à intégrer la surveillance. Alors, merci ChatGPT. Voilà. Avec ceci, professeur Denis, vous êtes à la fois médecin et l'un des pionniers de la télésurveillance en France. Est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue du clinicien que vous êtes, en quoi consiste la télésurveillance et comment cela impacte votre travail au quotidien, c'est très important. Merci Denise, merci à tous. Alors la télésurveillance est un des domaines de la télémédecine. L'objet de cette télésurveillance, c'est de faire travailler le patient presque à notre place, ou en tout cas de compléter les informations que l'on a à partir de ces données qu'il produit lui-même au travers d'applications sur ses symptômes, sur des signes vitaux, etc. Et les données sont envoyées à un établissement de santé, à un service, et évaluées par une infirmière, des algorithmes pour, le cas échéant, anticiper une prise en charge en termes d'effets secondaires imprévus ou bien de récidive d'une maladie. Donc l'objet, c'est un petit peu de se situer à la frontière entre un suivi continu et les consultations que l'on fait de temps en temps en espérant que c'est au moment de la consultation qu'il y aura un événement. Et on a démontré avec cette télésurveillance qui est finalement le domaine de la e-santé qui a été le plus évalué en médecine, que cette télésurveillance, notamment en oncologie, améliorait la survie sans récidive, la survie globale, la qualité de vie, réduisait les hospitalisations et améliorait globalement la prise en charge des effets secondaires des traitements. Ça a été évalué au travers de plus de 10 études randomisées chez plus de 6000 patients en oncologie, de sorte que l'on a pu rédiger, il y a un peu plus d'un an maintenant, les premières recommandations internationales en santé numérique. Il n'y en avait pas avant, c'est des recommandations dans les sociétés savantes, en général c'est sur les traitements ou des arbres décisionnels de parcours de soins. Et là, c'est la première fois qu'on a édité avec la Société européenne d'oncologie médicale des recommandations indiquant que la télésurveillance doit être proposée à tout patient avec un cancer en cours de traitement, quel que soit le traitement, donc y compris l'hormonothérapie, l'immunothérapie, les thérapies ciblées, etc., car le bénéfice était apporté par ces multiples essais randomisés. Alors, du côté de l'établissement de santé, qu'est-ce que ça change? Ça change notamment concernant la consultation médicale. On a un élément qui est très important, qui est l'affichage de l'historique des symptômes du patient. C'est quelque chose qui nous manque en général lorsqu'on fait une consultation de suivi, puisqu'on a de visu chaque semaine tous les symptômes qui sont apparus au cours d'un traitement, ce qui permet d'adapter très rapidement et de façon très précise les thérapies. Et cette adaptation a montré un bénéfice en termes de dose-intensité des traitements, c'est-à-dire qu'on administre des traitements anticancéreux à dose plus élevée plus longtemps parce qu'on gère mieux les effets secondaires avec cette prise en charge. Alors bien sûr, il y a un temps médical qui doit être dédié pour gérer des alertes anticipées et envoyées par les logiciels. Et puis il y a surtout un nouveau métier qui se crée, qui est l'infirmière de coordination, qui est la première ligne, qui va recevoir les alertes issues des algorithmes et, le cas échéant, commencer à faire la prise en charge du patient ou organiser une rencontre avec le médecin s'il y a un enjeu de complication de la maladie qu'il faut prendre en charge de façon anticipée. Donc cette nouvelle organisation, elle nécessite du temps médical, temps paramédical, bien sûr du financement, donc ça on en reparlera et ça c'est bien une première européenne de financer ce parcours de soins, mais il faut se rappeler que cette télésurveillance est entrée dans les standards de soins, ce qui veut dire que dans les années qui viennent, il paraîtra évident que la télésurveillance doit être proposée aux patients ayant un traitement.
Super. Donc, on pourrait penser que tout le monde courirait pour en faire. Comment est-ce que vous voyez le déploiement et si possible, en parlant bien entendu de l'aspect hospitalier, mais éventuellement aussi pour les praticiens en ville où il n'y a pas forcément l'infirmier de coordination? Alors pour l'oncologie, c'est assez simple puisque globalement, la prise en charge oncologique, elle est dans les services d'oncologie. Les médecins traitants sont souvent en deuxième ligne. C'est-à-dire que, par exemple, un patient déclenche une alerte pour un effet secondaire, l'alerte arrive chez l'oncologue qui va prendre en charge cette alerte, ou bien dire non, ça ne relève pas de l'oncologie, on va appeler le médecin traitant qui va prendre en charge le patient. C'est ça la boucle en général pour l'oncologie. Le déploiement, globalement, il faut y aller doucement puisqu'il y a un certain apprentissage, notamment du côté infirmier, à la gestion des alertes. Et comment s'y prendre en pratique? Déjà, il faut choisir des logiciels qui génèrent peu de fausses alertes, parce qu'évidemment, si vous avez beaucoup de fausses alertes, vous allez perdre un petit peu de temps. Donc ça, ce sont des choses qui sont mesurées et que les éditeurs pourront vous fournir. Et puis, il faut former, bien sûr, le personnel à la gestion des alertes avec des protocoles, comment on prend en charge des nausées de grade 2, comment on prend en charge un épisode fébrile, etc. Donc, tout peut s'écrire. Et puis surtout, la règle numéro 1, c'est de débuter doucement avec des patients simples, c'est-à-dire des thérapies simples, comme l'immunothérapie qui génère environ 10% d'effets secondaires, donc ce n'est pas très fréquent, l'hormonothérapie, et puis ensuite on monte en gamme en termes de charge de symptômes induits par des traitements avec des polychimiothérapies, etc. Donc il faut y aller progressivement, mais on peut estimer qu'une infirmière bien formée, après 1 ou 2 mois d'activité, pourra à terme suivre 500 à 600 patients pour un équivalent temps plein. Bon, c'est des choses qui doivent être évaluées en vie réelle, mais qu'on observe dans les études de prospective. Mais pour conclure, on dirait qu'il faut encore plusieurs années avant de voir un rythme de croisière. En tout cas, ça va très vite, puisque maintenant qu'on a des éditeurs qui ont des remboursements pour des logiciels tout cancer, tout traitement, ce qui permet d'installer un seul logiciel dans un établissement et non pas 50, et qu'il y a une prise en charge de l'acte, et donc un financement des établissements hospitaliers, il y a vraiment une croissance exponentielle, et ça, François Guéric pourra vous en parler, mais de toute façon, on observe, on est à déjà plus de 100 ou 120 établissements qui proposent cette télésurveillance sur les 800 et quelques. À mon avis, d'ici 2-3 ans, ça paraît très évident. Il y a quand même une obligation de moyens à partir du moment où il y a des recommandations. Donc voilà, les patients sont mieux pris en charge lorsqu'il y a une télésurveillance en oncologie. Après, les autres domaines de la médecine, la cardiologie, la diabétologie, la néphrologie, la psychiatrie, vont arriver derrière avec des recommandations progressivement. Mais l'oncologie a ouvert le bal, ça c'est sûr. Super positif. Donc, Yann-Maël Ledouarin, est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle à la DGOS et nous parler de ce cadre français formidable dont ChatGPT a fait référence? Je pense que ChatGPT a repris les éléments de langage du ministère. Sans vous demander l'autorisation. Sans demander l'autorisation, il n'y avait pas le consentement, je pense que je vais les appeler. Mais alors, je m'appelle Yann-Maël Ledouarin, je suis médecin de formation, ça tout le monde s'en fout. Non, pas du tout. Je travaille au ministère maintenant depuis 6 ans sur la télésanté et en fait la DGOS, on était en charge, on est toujours en charge du programme ETAP et de la création du modèle de prise en charge de droit commun de la télésurveillance. Donc on travaille depuis plusieurs années avec la direction de la sécurité sociale justement sur comment il fallait qu'on puisse prendre en charge la télésurveillance en France, à la fois pour les industriels, mais surtout pour les organisations soignantes et les impacts que ça pouvait avoir en termes d'organisation pour l'hôpital, pour la ville, etc. Avec un espèce de petit chronomètre au-dessus de la tête, parce qu'il y avait autant quand ETAP a été lancé, donc les premiers patients inclus en 2018, Fabrice avait déjà fait pas mal de choses, mais on va dire que des convaincus et des preuves, il n'y en avait pas encore beaucoup à ce moment-là, mais ça s'est accéléré extrêmement vite. Et notamment la crise Covid, à un moment, dans un état de fait, on s'est retrouvés, les cabinets étaient fermés, l'hôpital avait d'autres choses, avait d'autres problématiques. Et donc l'évidence de la télésurveillance s'est imposée, il a fallu accélérer. Donc c'était une accélération, mais c'était aussi une chance, parce que ça nous a permis de découvrir très rapidement beaucoup de choses et d'observer énormément de choses. Et de mettre dans les mains des autorités, entre guillemets, beaucoup de données qui nous ont permis, nous, d'accélérer et de pouvoir proposer un modèle à la fois aux industriels, mais surtout aux représentations des soignants et de l'hôpital, un modèle sur lequel on a eu pas mal de discussions, mais qui nous a permis d'atterrir assez vite à l'échelle d'un système de santé et d'être le deuxième pays au monde. Il y a les États-Unis, pour lesquels ça vivote un peu, d'après ce que j'ai compris, et la France. Donc on est assez content de ce qu'on a pu proposer sur ce schéma-là. Très bien. Et donc, si vous êtes content, quels sont les défis immédiats que l'État continue de vouloir relever
pour que ça puisse s'accélérer pour le bénéfice des patients et professionnels. Alors, petite précision, je suis content, mais pas autosatisfait. OK. Je suis content parce qu'on a réussi collectivement à faire quelque chose de rapide. Si on prend l'histoire de la médecine, c'est 2000, 3000 ans. Là, la télésurveillance et le numérique, on nous demande de refaire un système complet qui a mis plusieurs centaines d'années, voire de milliers d'années à se construire. On nous demande de le changer en quelques années. Alors, je sais qu'à l'échelle de vie d'une start-up, d'un professionnel qui a les mains avec les patients, etc., c'est compliqué, mais là, on nous demande de changer les choses extrêmement vite. Donc, content de ce qu'on a réussi collectivement à faire. Après, il faut être super humble. On apprend ensemble. Si on est le 2e pays au monde, c'est que personne n'a la clé. Et là, la France, on a réussi à proposer une solution qui n'est probablement pas la solution qu'on aura dans 5-10 ans, mais qui est un premier pas qui était à la fois nécessaire pour prendre en charge les patients et pas qu'il y ait de perte de chance, et plutôt réussi parce qu'on a réussi à continuer à mobiliser l'écosystème. Il n'y a pas eu de perte de nombre de patients par rapport à étape. Au contraire, c'est exponentiel, comme le disait Fabrice. On a des nouvelles indications qui arrivent et qui arrivent très rapidement, dans l'oncologie, mais dans d'autres rapidement. Donc voilà, ça a permis d'augmenter la dynamique et après on va apprendre tous ensemble. On avait des discussions tout à l'heure derrière la scène. Le but, c'est qu'on se tienne informés les uns les autres des problématiques, de ce qui bloque, de ce qu'il faut changer, tout en étant conscient des chances et des atouts qu'on a. Parce qu'il ne faut pas être que négatif, il y a aussi des atouts qu'on a et qu'on peut disséminer à l'étranger. L'Allemagne est hyper intéressée, malgré le DIGA et la pub qu'on fait pour l'Allemagne. L'Allemagne est hyper intéressée par ce qu'on fait en France, en se disant, tiens, c'est hyper intéressant, peut-être qu'on pourrait... Mais Vincent en parlera probablement tout à l'heure. Donc voilà, il faut être conscient de nos atouts, mais aussi conscient du fait qu'on apprend tous en marchant, que la première personne qui me dit exactement ce que c'est que le système de santé numérisé dans ne serait-ce que 2-3 ans, j'aurais tendance à dire que c'est un menteur ou un fou. Donc, il faut être humble, on apprend en marchant. Par contre, quand on dit ça, il faut être conscient aussi que ça nous donne une responsabilité de pouvoir être agile et s'adapter très rapidement et de proposer les choses rapidement. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il faut attendre. On ne sait pas, mais la contrepartie, c'est qu'on apprend ensemble et qu'on bouge ensemble et rapidement. Merci beaucoup. Coralie ? Vincent Vercamer, je me tourne vers vous. Du coup, en parallèle de l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance à l'été 2023, il y a eu la création de PECAN, la prise en charge anticipée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce dispositif de remboursement s'inscrit dans la stratégie de déploiement de la télésurveillance et comment il fonctionne ? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Vincent Vercamer, je suis directeur de projet à la délégation au numérique en santé. Et donc, la prise en charge anticipée numérique PECAN, en fait, son objectif, c'est de se dire, avec ce qu'a expliqué Yann Maël à l'instant, on a une piste d'atterrissage autour de la télésurveillance médicale. Ça veut dire qu'on a un cadre qu'on appelle de droit commun pour les solutions qui permettent une télésurveillance des patients. Donc, ceci étant dit, on a un certain nombre de solutions qui sont déjà présentes dans ce droit commun. Maintenant, on voit que dans le médical et dans le numérique, et encore plus dans le numérique en santé, on a beaucoup d'innovations qui arrivent. Et le constat, c'est de se dire, on veut que ces innovations qui arrivent bénéficient au plus tôt auprès des patients. Et donc, on a créé la prise en charge anticipée numérique comme un tremplin vers le droit commun. Donc, c'est un dispositif qui est dérogatoire, donc qui permet de bénéficier pendant 1 an d'un remboursement, d'un premier remboursement, d'une première prise en charge pour la solution qui permet la télésurveillance et pour les soignants qui réalisent cette télésurveillance, de dispositifs médicaux qui ne sont pas encore matures pour ce droit commun, mais qui ont des éléments probants à montrer aux autorités pour dire « d'ici 1 an, j'aurai les preuves, j'aurai les éléments vous permettant de m'évaluer de façon définitive dans le cadre qu'a décrit Yann Maël ». Donc on permet de cette manière de donner une chance et de permettre à ces solutions des premiers déploiements. Et ça va nous permettre d'étendre les indications de la télésurveillance à des nouvelles pathologies. Ce qu'on veut, c'est voir arriver de la télésurveillance, alors en oncologie, et je laisserai François Guérec témoigner pour Curity, mais en ophtalmologie et dans tout un tas de domaines qui aujourd'hui ne sont pas dans les pathologies, on va dire, qui sont remboursées et pour lesquelles les soignants peuvent réaliser cette télésurveillance. Et donc on a mis en place ce dispositif PECAN afin de permettre aux innovations de terminer leur parcours administratif, de terminer la collecte des données qui sont nécessaires à une évaluation complète par les autorités de santé,
mais en même temps de faire bénéficier aux patients, de commencer les déploiements opérationnels, de commencer à avoir de la vraie facturation, que les pros de santé puissent faire des suivis de patients avec ces nouvelles solutions. Et l'idée, c'est vraiment, la télésurveillance, c'est pas on a sorti un cadre, on s'arrête là et ça va vivre tout seul. C'est un dispositif qu'on doit faire vivre. Il y aura des nouvelles indications, il y en aura certainement qui vont venir et qui réussiront pas à démontrer leurs bénéfices. Voilà, on va dire, l'idée, c'est de faciliter l'accès, mais aussi de pouvoir faire le tri à terme de qu'est-ce qui est utile pour les patients dans un contexte de télésurveillance et de prise en charge de leur pathologie, et qu'est-ce qui n'est pas utile ou pour lesquels on a besoin de plus d'éléments de preuve afin de le déployer à la totalité des spécialistes d'une certaine maladie. Ok. Oui, donc là, l'objectif, parce que je rappelle que dans le programme ETAP, il y avait 5 pathologies qui étaient remboursées. Là, c'est vraiment l'idée d'ouvrir à de nouvelles pathologies et d'accompagner, on va dire, les entreprises dans la consolidation de leurs études cliniques, quoi. C'est vraiment ça le but de Pécan. En tout cas, ça leur donne le temps de terminer leur dossier, tout en démarrant les premiers déploiements, parce que, et tout en leur donnant En fait, les industriels, ils ont besoin de 3 choses. Ils ont besoin de lisibilité, de visibilité et de rapidité. Donc la lisibilité, on l'a faite en faisant un cadre clair, en disant voici les conditions d'accès à cette prise en charge anticipée numérique, voici celles du droit commun, voici comment ça va se passer la transition. Aujourd'hui, il y a 2 types de DM, il y a ceux pour la télésurveillance et il y a les thérapies numériques qui sont en utilisation autonome par les patients. Voilà, ça, c'est les deux typologies de dispositifs qui sont éligibles à Pécan. Si on se concentre à la télésurveillance, qui est le cas d'aujourd'hui, on a donné cette lisibilité. La visibilité, on leur dit, si votre dossier est jugé et que l'innovation, le potentiel, il est là, vous aurez tel tarif pendant 1 an. Et le tarif, il est clair, il est lisible, et les entreprises, du coup, elles savent dans quoi elles s'engagent si elles ont le feu vert. Et la rapidité, elle est dans le fait qu'en 4 mois, vous avez votre premier patient inclus. Entre le dépôt de votre demande et votre premier patient qui est opérationnellement inclus par un médecin et pris en charge par la sécurité sociale et l'assurance maladie, il se passe 4 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui permet d'accéder plus rapidement au marché et à une prise en charge par la solidarité nationale. Okay. Et justement, c'est quoi les premiers échos que vous avez des entreprises là-dessus ? Alors, on a beaucoup d'intérêt pour la prise en charge anticipée. On a pas mal de dossiers qui sont initiés. On a aussi des premiers succès. Et donc, je laisserai François Guirec témoigner pour la société Curity, qui ont, on va dire, passé les différentes étapes de cette prise en charge, à savoir une évaluation d'un côté par la Haute Autorité de Santé et de l'autre côté une évaluation sur le volet plutôt cybersécurité, interopérabilité par l'Agence du numérique en santé, qui est vraiment le garant du bon usage des données de santé et des données de santé des patients qui vont être télésurveillés. Une fois qu'on a dit ça, on voit là qu'il y a beaucoup de dispositifs numériques qui entament des dépôts de dossiers. Il y a certainement des perspectives pour des typologies de DM qui aujourd'hui ne sont pas éligibles. Mais il faut se rappeler qu'il y a 3 ans, il n'y avait rien. Ça veut dire que là, l'idée, c'est qu'on a une stratégie d'accélération en santé numérique, on a créé un premier dispositif, on a fait un premier pas, on a des DM éligibles, on a des solutions qui arrivent, il y a un vrai intérêt, ils y voient une utilité. Maintenant, voilà, ils préparent les dossiers parce que ça reste quand même une marche qui est haute, mais par contre, une fois qu'elle est franchie, ça simplifie énormément l'accès au droit commun et la pérennisation et le déploiement à large échelle en fait, de ces solutions. C'est-à-dire qu'avant, on avait des petites solutions qui vivotaient dans des établissements sur du bénévolat de professionnels de santé ou dans le cadre d'études cliniques. Maintenant, on a un cadre avec une trajectoire, et donc les entreprises, elles sont en train de s'adapter et elles y vont, et un vrai intérêt, que ce soit des sociétés françaises, des sociétés allemandes, qui étaient dans du DIGA, mais qui n'étaient pas pris en charge sur les aspects justement télésurveillance, qui étaient exclus du DIGA.
Donc là, c'est vraiment, on voit un vrai enthousiasme avec des dossiers là, qui sont en cours d'examen et un certain nombre de dossiers qui vont être déposés courant 2024. Ok, bon, on suivra ça. Denise, je vous laisse la parole sur le volet international. Oui, et donc pour approfondir le volet international, et Jérôme Leleu, que vous connaissez tous, m'avait demandé d'introduire un mot sur les États-Unis. Je voulais juste dire que les vétérans, les anciens combattants, ont été les pionniers dans ce domaine avant la technologie, parce que c'était fait avec le téléphone classique, même pas mobile, qu'ils ont réalisé que ça économisait énormément à la fois de souffrance aux patients et économiquement, d'avoir des infirmiers qui tous les matins appelaient les insuffisants cardiaques pour savoir comment ils allaient en leur posant plusieurs questions. Et ça les aidait à tenir mieux dans un budget de capitation, c'est-à-dire que le budget était par patient selon son profil, et sans cela, il débordait. Donc, ayant dit cela, ça n'est plus le seul exemple américain, je vais interroger Constance Chaudier, qui est un Français qui vit outre-Rhin, à Düsseldorf, qui travaille pour Business France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le système allemand dont on a tant entendu parler ? Déjà, merci à tous d'être présents et merci à Interaction Healthcare de nous avoir invités. Alors effectivement, je vais essayer de démystifier un peu le programme DIGA parce qu'on entend beaucoup de choses. Sachez que si vous voulez des informations fiables, il y a le site de Genius qui décrypte vachement bien, en français en plus, toutes les informations sur ce programme DIGA. Et en fait, effectivement, DIGA et PECAN, je trouve que c'est des programmes qui sont à la fois très ressemblants et en fait très différenciants aussi. C'est-à-dire que sur la forme, c'est peu ou prou la même chose. Alors évidemment, les systèmes de santé sont différents, donc il y a des différences, mais on va dire que c'est un fast-track pour le droit commun. Et autant sur le fond, on est totalement différent, puisque les DIGA a privilégié en fait les DTX, donc les Digital Therapeutics, donc les applications de soins numériques. Et alors que PECAN a privilégié en fait les solutions de télémonitoring. Donc on est effectivement sur deux choses différentes. En fait, à la base, DIGA en 2019, c'était vraiment, il fallait révolutionner un peu le système de soins et la façon de prendre en charge les patients. Et les Allemands se sont dit, et si on faisait des choses en fait où le patient est au cœur de la thérapie? Il est au centre de la thérapie, c'est lui qui décide, c'est lui qui est le propre moteur. Et du coup, effectivement, ils ont développé ce programme DIGA. Et donc, on va arrêter de parler des applications de soins numériques, on va essayer de se concentrer sur la télésurveillance. Donc, effectivement, le programme DIGA, après une deuxième lecture en décembre 2023, donc c'est encore effectivement tout récent, et Yann l'a rappelé, effectivement, on ne pourra pas prévoir ce qui se passe à l'avenir, mais effectivement, en février 2024, on devrait avoir l'ouverture du coup officielle aux solutions de télésurveillance, puisqu'il y a une extension en fait, du programme DIGA, donc pour les dispositifs médicaux, donc les classes 2A, 2B, et effectivement aux solutions que les Allemands considèrent plus complexes, qui sont la télésurveillance. Donc il y a plusieurs aires thérapeutiques qui sont concernées, la diabétologie, donc tout ce qui est lié à l'endocrinologie, la cardiologie et l'oncologie, entre autres. La physiothérapie aussi en fait partie. Et donc, pour toutes les personnes qui sont présentes ici et qui font vivre le tissu économique français avec des solutions innovantes, effectivement, c'est une grosse opportunité pour vous. Donc, vous devez faire des démarches auprès d'une administration compétente qui est le BFARM. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, on a mentionné des délais assez courts. En Allemagne, on n'a pas encore trop de recul, donc effectivement, impossible de prédire l'avenir. Mais c'est vrai que ce sera des processus qui seront un petit peu plus longs. Si on se base sur l'expérience qu'on a des DTX, il faudra prévoir entre 6 et 18 mois. Et encore, la fourchette est un peu large.
Pourquoi? Parce que le système de santé est totalement différent. On a plusieurs organismes payeurs en Allemagne et donc du coup forcément des compétences santé au niveau régional, ce qui effectivement est très différent. Et justement, juste pour revenir sur, on a bien compris qu'il allait potentiellement avoir une évolution du DIGA. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment est vu finalement le télémonitoring et la télésurveillance en Allemagne? Alors, l'extension de DIGA effectivement a été approuvée par le Parlement. Donc c'est une réalité pour les soignants, les industriels, qu'ils soient français, allemands ou étrangers de ces deux pays. Donc effectivement, c'est une réalité. Après, comment les Allemands voient la télésurveillance? En fait, la télésurveillance est déjà dans les codes de procédure remboursée par les caisses d'assurance maladie publique. Toutefois, ils ont une autre façon de penser et de concevoir la prise en charge. On ne parle pas de remboursement, mais de prise en charge, puisqu'il n'y a pas d'avance de frais. En fait, les Allemands vont rembourser une procédure plus qu'un dispositif médical. Ce qui va entraîner en fait une sorte de sous-développement de la télésurveillance, puisque dans 90% des cas, notamment en fait surtout sur l'insuffisance cardiaque, ce qu'ils appellent le transmitter, et je vous promets c'est le seul mot allemand que je vais utiliser, sinon je pense que je vais en perdre beaucoup. C'est les transmetteurs, donc les dispositifs médicaux en question, ne sont pas pris en charge par les caisses d'assurance maladie. Du coup, effectivement, ça entraîne clairement un sous-développement. Pourtant, ces codes de procédure sont effectivement déjà listés par les caisses d'assurance maladie publique. Et on a des forfaits qui sont plutôt en soi, après, à voir avec les industriels ce que vous en pensez par rapport à la tarification. Mais on est sur des montants où on va dire qu'un cardiologue sur de l'insuffisance cardiaque, il peut gagner jusqu'à 1 300 € par an et par traitement. Donc après, je ne sais pas si... Fabrice s'exprimera tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y aura des choses à dire. Donc après, effectivement, ce sont des codes de procédure qui sont cumulables dans certains cas. Donc après, il faudra effectivement aller un peu plus en profondeur dans tout ça. Ok, très bien. Merci Constant pour cet éclairage sur le marché allemand. Merci à nos autres intervenants qui nous ont permis d'éclairer le potentiel de la télésurveillance et le marché français. On va se diriger vers la deuxième partie de notre atelier, du coup, qui sera consacrée plutôt au retour de sociétés qui déploient des solutions sur le marché actuellement et aussi le rôle que peuvent jouer l'industrie pharmaceutique. Oui. Et je pensais que c'était Coralie, mais c'est moi. Et donc, François Guirec, comme exemple, votre société Curity est citée tout le temps. Il suffit d'ouvrir un article sur la télésurveillance et Curity est annoncé comme ayant eu un premier remboursement. C'était bien vous? Oui, mais vous me regardez. Parce qu'il y a Claire aussi à distance, oui. Du coup, petit cafouillage, mais du coup... Reformulé. Pardon. Oui, donc François Guirec-Champoiseau, vous êtes le CEO de Curity, donc la première société à avoir obtenu un PECAN aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le service rendu par votre société et comment ça impacte le modèle d'organisation de vos établissements partenaires? Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup à Interaction Healthcare déjà pour commencer et pour nous avoir invités à témoigner. C'est vrai que Curity est beaucoup cité. Je pense qu'on bénéficie avant toute chose de la publicité faite au dispositif novateur PECAN que de nos résultats propres. Mais on est très fiers évidemment d'être les premiers à avoir accédé au marché via la prise en charge anticipée numérique. Curity, c'est donc une société qui développe depuis 2018 qui est composé d'une trentaine de personnes, qui développe un dispositif médical logiciel de télésurveillance spécifique pour l'oncologie, pour tous les patients, quel que soit leur traitement et quel que soit leur cancer.
Et on se concentre pour le moment, même si à un moment donné, on marchera sur les traces du professeur Denis à mes côtés, on se concentre sur la télésurveillance des patients sous traitement. Et demain, on ira vers la télésurveillance des rechutes. Donc les bénéfices qu'on apporte au système de santé et aux établissements en particulier, moi, la première chose que les médecins m'ont dit, c'était des médecins libéraux, en utilisant notre système, c'était qu'ils n'avaient plus d'appels téléphoniques entrants pendant leur consultation, et donc des médecins libéraux qui n'avaient pas d'infirmières de coordination, ces fameux piliers promus par l'INCa depuis une dizaine d'années, mais pas assez déployés dans la réalité, dans les établissements, qui sont en première ligne face aux patients pour réceptionner les appels. Ils ne sont pas encore très déployés aujourd'hui dans les établissements privés et même publics. Et donc, quand le patient appelle, la secrétaire passe le patient au médecin, il est en consultation d'annonce avec le patient. Compliqué quand même de devoir gérer une annonce et en même temps un appel entrant. Donc, ce que les médecins nous expliquaient, c'était qu'avec le système, les patients, et c'était le premier problème auquel on a voulu s'attaquer, c'était organiser un triage effectif des patients entre les patients qui présentent des symptômes sévères versus des patients qui ont des symptômes mineurs. Donc rassurer ces patients qui ont des symptômes mineurs pour qu'ils n'appellent plus, et puis au-delà de les rassurer, leur apporter un conseil thérapeutique pour les aider à autogérer ces symptômes qui sont très courants dans le cadre d'une prise en charge en oncologie. Ça, c'était la première chose qu'on a voulu apporter aux médecins. Et d'ailleurs, l'étude qu'on présente dans le cadre de Pécan, qui est une étude qu'on avait designée avant de déposer notre dossier, qu'on avait initié avec le centre hospitalier de Bligny, c'est une étude dont l'objectif est d'évaluer l'impact de Curity au plan de la réduction des appels téléphoniques entrants et entrants pour les paramédicaux. Parce qu'il y a un vrai sujet, je pense, autour de cela, c'est quelle est la charge que représente la télésurveillance pour des paramédicaux. Intuitivement, on se dit tous ça fait plein d'alertes à gérer, ça fait du travail en plus. Nous, notre perception et nos retours terrain, avec des algorithmes efficients qui trient correctement les patients et qui éduquent correctement les patients, c'était plutôt qu'on allégeait cette charge pour les paramédicaux. Alors c'est clair, quand il n'y a pas de paramédical du tout, c'est sur le médecin que ça pèse. Mais quand il y en a, on était assez persuadé d'alléger cette charge. Donc on a monté cette étude randomisée pour évaluer cet impact et mesurer le nombre d'appels pour les patients télésurveillés versus ceux qui ne le sont pas, avec toujours l'objectif évidemment d'avoir le même niveau de standard de soins, de qualité des soins pour les patients. Deuxième bénéfice qu'on essaye d'apporter aux établissements de santé, et là c'est plus organisationnel, je pense que ça va résonner du côté de Yann Maël, c'est que la télésurveillance permet à toute une équipe médicale de se mettre autour de la table et de catalyser un certain nombre de projets d'évolution du standard de soins, du parcours de soins. Et donc mettre en place un hôpital de jour pour les thérapies orales, mettre en place ce qu'on appelle la production anticipée pour les traitements de chimiothérapie, c'est-à-dire une évaluation par télésurveillance avec nous, mais sinon téléphonique, et puis une évaluation de la bio avant que les patients arrivent. C'est des choses qui sont promues par l'INCa, promues comme des standards de qualité et qui ont vocation à se déployer, qui peuvent se déployer plus facilement avec un outil de télésurveillance qu'avec des moyens traditionnels comme sont le téléphone, comme le serait le téléphone. Et donc au-delà de ces bénéfices, on a déjà vu à l'international des études qui montraient que tout simplement un patient mieux suivi, c'est un patient mieux soigné. Il n'y a pas de magie. Donc si le système est efficient et trie correctement les patients entre ceux qui sont sévères et ceux qui ne le sont pas, on peut être proactif vers les patients, limiter les arrêts de traitement et les pertes de chance que ça impose et prendre en charge ces toxicités qu'il faut au plus tôt pour en mitiger l'aggravation. Donc ça, c'est les bénéfices plus classiques, mais au plan organisationnel, on a vu ces choses-là sur les appels téléphoniques, sur des standards de soins comme la production anticipée des chimiothérapies qui sont hyper importants, hyper intéressants à nos yeux et qui sont un peu une spécificité de Curity. Ok. Et justement, est-ce que vous développez aussi des outils pédagogiques pour le patient dans votre solution ? Oui, bien sûr. Moi, j'aime à dire que, un peu comme l'industrie pharmaceutique qui, pendant les années 2010, disait on va aller au-delà du médicament, beyond the pills, apporter des solutions larges aux établissements de santé, aux prescripteurs qui dépassent le simple médicament innovant. Nous, en télésurveillance, on aime à dire qu'on va au-delà des symptômes
au-delà de la gestion des symptômes, des événements indésirables. Et on essaye de prendre en charge le patient dans sa globalité. Donc on va lui apporter des soins de support de manière digitale, du contenu d'information qui va être fléché en fonction de son cancer, de son traitement. On va aider l'aidant à accéder à des aides sociales, à l'accompagner au plan psychologique. Et demain, pourquoi pas aller vers le recrutement de patients dans des essais cliniques. Enfin, on essaye vraiment d'avoir une approche très, très holistique du parcours de soins et de s'occuper du patient pendant son traitement, mais aussi l'après-cancer, qui sont des thématiques d'importance. Donc on travaille sur tout cela avec nos partenaires, que ce soit institutionnels ou établissements de santé. D'accord. Et justement, l'accélération promise, en tout cas par l'entrée dans le droit commun et l'APECAN, est-ce que vous, au niveau de votre entreprise, vous le constatez aujourd'hui ? Ah oui, très clairement. C'est clair qu'avec un modèle économique, la vie est plus douce en tant qu'entrepreneur. Et aussi pour les établissements de santé, jusqu'à présent, on avait des établissements de santé assez pionniers, avec des équipes médicales qui s'engageaient dans cette voie de la télésurveillance, un peu pour la beauté de la science, et puis aussi pour améliorer le parcours, mais avec leurs moyens et sans avoir de support des institutions pour recruter des paramédicaux et utiliser ces outils à l'échelle. Donc chaque année, on gagnait des centres, mais on en perdait aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient expérimenté, ils étaient contents, et on remplissait un peu un tonneau des Danaïdes, nous, pendant 4-5 ans. Depuis 1 an et demi, il y a eu beaucoup de communication autour de l'entrée dans le droit commun, avec ces négociations qui ont eu lieu pendant les 2 dernières années. De fait, les établissements de santé ont vu le remboursement de la téléscience comme une réalité, nous ont fait confiance assez tôt dans notre capacité à obtenir ce remboursement et donc un peu anticipé et ont, les uns après les autres, commencé à inclure tous leurs nouveaux patients dans le système Curity. Donc nous, on a multiplié par 10 le nombre de patients qu'on recrutait chaque mois. On est proche d'1 millier de prescriptions mensuelles et on sera à peu près à 4000 patients actifs le mois prochain. Donc on est assez content de la dynamique. Pendant 4-5 ans, on faisait une centaine de prescriptions par mois. Ce n'était même pas des prescriptions, une centaine d'inclusions. Donc il y a une vraie dynamique, effectivement, et qui va crescendo. D'accord. Donc une dynamique positive. Et Denis, je te laisse la parole pour... Justement, pour parler d'accélération, je suis vraiment ravie que l'industrie pharmaceutique soit intégrée à ce panel sous la forme de l'intervenante Claire Portefeuille de Viatris, qui est à distance. Et nous allons donc être en échange avec elle. Je trouve que l'industrie peut vraiment apporter beaucoup. Les relations que les industriels pharmaceutiques développent depuis des années, à la fois avec les praticiens, avec tout le système réglementaire et économique et juridique, il y a des tas de complémentarités entre ce dont ont besoin les startups et en particulier pour scale-up et ce que vous pouvez faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des partenariats, le pourquoi et comment cela se passe entre votre société et les startups? Absolument. Et d'abord, bonjour à tous. Et j'aurais été ravie d'être sur la scène avec vous, mais des obligations professionnelles m'ont amené loin de Paris. Donc je vais quand même essayer de participer au mieux au débat. Alors, notre conviction, ma conviction et notre conviction chez Viatris, c'est qu'aujourd'hui, nous devons être un acteur fort du développement de la santé numérique. Les patients, de façon certaine, seront pris en charge, seront soignés, leur santé sera améliorée dès demain, dès après-demain, grâce à des molécules et aussi des solutions numériques. Et c'est pour ça qu'en tant que laboratoire, on a décidé de participer parce que notre conviction, c'est que c'est notre place dans la société d'être utile aux patients, aux médecins et au système de santé. Donc, une fois que j'ai donné le driver de notre conviction, pour être extrêmement concret, comment nous avons
choisi et commencé à collaborer, chercher des collaborations et commencer à collaborer avec des sociétés porteuses de solutions de santé numérique. Alors en fait, on est une entreprise qui a des objectifs de rentabilité. Donc tout d'abord, on a regardé quels pouvaient être les business models qui nous permettent d'obtenir cette rentabilité. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à réfléchir à un certain nombre de partenariats. Donc aujourd'hui, on a un partenariat en télésurveillance dont je vais vous parler et 2 partenariats DTX, un avec Ludocare et un autre avec c'est là que donc le casque de réalité virtuelle Help, Bliss, merci, j'ai entendu Bliss souffler, 1000 merci. Donc Bliss, mais je vais me concentrer sur notre partenariat avec la société BeWise. On a commencé à collaborer avec eux et on a fait le choix de cette entreprise pour plusieurs raisons, parce que c'était une entreprise française, c'était une entreprise spécialisée en data en fait, qui est spécialisée dans l'identité numérique, dans les flux d'informations personnelles, dans le traitement des données sensibles et qui avait pour volonté de développer ou qui avait commencé à développer une verticale sur la santé et la télésurveillance. Et on s'est dit que c'était intéressant d'avoir un partenariat avec une société aussi solide. Et donc, à partir de là, on a construit un partenariat de commercialisation, c'est-à-dire que j'ai une équipe de délégués médicaux qui font la promotion de la solution portée par BeWise Health et qui présente cette solution aux cardiologues libéraux et aux cardiologues hospitaliers pour les aider à prendre en charge et à suivre leurs patients en insuffisance cardiaque sévère. J'ai un peu envie de paraphraser ce que vous avez dit, Yann Maël, tout à l'heure. Je suis exactement dans le même état que vous. Je suis hyper fière et contente et à la fois extrêmement humble. Hyper fière et contente qu'on porte et qu'on participe, qu'on porte ce partenariat et qu'on participe à ce partenariat. Et en même temps extrêmement humble parce que on apprend au quotidien, on apprend avec nos délégués médicaux, on apprend avec les médecins qui apprennent eux-mêmes avec leurs patients. Donc il y a beaucoup de choses encore à mettre en place pour que la télésurveillance soit mieux acceptée et mieux utilisée. Et quels sont les retours? Est-ce que ça n'a pas été un peu surprenant pour les délégués médicaux de se trouver avec ce type de produits ou services à proposer? Et qu'est-ce qu'ils vous disent de la réaction du personnel médical qu'ils rencontrent? Alors, évidemment, quand on explique à un délégué médical qu'il va faire la promotion d'une solution numérique, il commence à se dire « qu'est-ce que c'est que cette lubie encore ?» Et c'est en ça que ces partenariats sont extrêmement importants parce que ça nous permet aussi, en interne, d'évoluer, de cranter et d'être plus pertinent dans notre relation avec les professionnels de santé. Donc, il y a tout un travail que je me ferai un plaisir de partager avec mes collègues de l'industrie pharmaceutique si ça les intéresse, d'apprentissage auprès des délégués médicaux de comment on fait la promotion d'un service de santé numérique, sachant qu'évidemment, dans notre collaboration, nous faisons la promotion, on va dire, nous travaillons avec les médecins la conviction et l'intérêt d'installer ou d'utiliser un système de télésurveillance pour ces patients insuffisance cardiaque sévère. Et nous passons la main à BeWise pour toute la partie technique parce que mes délégués médicaux ne sont pas devenus des spécialistes de la télésurveillance, de la partie technique de la télésurveillance. En externe par rapport à Viatris, on va dire que le retour des médecins a été extrêmement positif. Tout le monde a trouvé ça extrêmement intéressant qu'avec notre capacité à adresser, à échanger avec un grand nombre de professionnels de santé partout en France, on se saisisse d'un sujet comme la télésurveillance parce que nos interlocuteurs médecins ont énormément
énormément de questions et ont énormément. Il n'y a personne qui ne connaît pas la télésurveillance. Par contre, il y a, à mon avis, la totalité des médecins. Alors, je parle des cardiologues, mais je suis sûre, sans trop m'avancer, que je peux généraliser à toutes les spécialités, qui se posent des questions de comment, quand, quelle rémunération. Et puis, j'ai l'habitude de raconter cette anecdote qu'un cardiologue m'avait racontée au tout début de notre expérience, il y a 3 ans. Il dit, quand j'explique à un patient, je vais vous télésurveiller, le patient, il répond systématiquement, non, non, mais docteur, vous inquiétez pas, je peux venir vous voir. Et donc le médecin de répondre, non, mais je ne parle pas de vous téléconsulter, je vais vous surveiller. Et donc le patient de dire, ah non, non, mais moi, docteur, je veux pas que vous me surveillez. Donc au-delà de cette anecdote, ça me permet de. Je pense qu'il y a vraiment, et nous tous ici dans cette salle, que ce soit à distance ou en présentiel, on a une responsabilité collective si on veut que la santé numérique, la télésurveillance et la santé numérique évoluent. On a une responsabilité collective d'expliquer à la population française qu'on peut être traité par des solutions numériques, que d'être télésurveillé, c'est un énorme bénéfice pour le individuel, pour le patient. Et je ne sais pas si le bénéfice collectif est important pour le patient, mais en tous les cas collectif pour la société. Et que d'être traité par des solutions numériques, c'est pas jouer à Fortnite ou se perdre dans des jeux vidéo. Donc c'est vraiment important cette explication au plus grand public et en dehors des sachants, ou en tous les cas, si nous ne sommes pas sachants, des intéressés que nous sommes tous. Il y a beaucoup d'opportunités pour former les médecins, pour accélérer, pour diminuer le temps que cela leur prend de l'expliquer, de le proposer aux patients, puisque effectivement surveiller n'est peut-être pas le terme idéal, ils pourraient tout de suite le redéfinir. Est-ce que vous avez envisagé d'aller plus loin que ce qu'on peut faire dans une visite médicale ? On fait la totalité de ce qu'on fait avec nos. En fait, on gère les produits, le produit télésurveillance ou nos partenariats DTX comme un médicament. Donc, en fait, on a une promotion, une explication exactement comme nous le faisons pour les médicaments, avec un accompagnement autour de l'environnement. Et c'est vrai que le sujet principal les questions principales que l'on rencontre, c'est la réalité de la prise en charge économique et comment un médecin arrive à rentrer dans les bons tuyaux pour que la prise en charge. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus, en fait. On passe beaucoup de temps là-dessus et on va passer de plus en plus de temps sur accompagner les médecins, nos interlocuteurs, à exprimer les choses le plus efficacement possible pour justement que le patient ne soit pas effrayé par une télésurveillance ou, et je peux élargir sur les DTX, à un usage de solutions digitales. Donc on est vraiment dans cette pédagogie et dans cet accompagnement et dans ce partenariat pour une meilleure appréhension et un meilleur usage et un meilleur élargissement de l'utilisation de la télésurveillance. C'est excellent, c'est vraiment excellent pour le déploiement. Et je repasse la parole. J'espère que vous serez avec nous, qu'on pourra vous poser des questions tout à l'heure. Vous restez. Merci Denise. Du coup, je vais me tourner vers Boris Lévesque. Alors vous avez votre société AxoMove annonce la révolution du management de la rééducation grâce au numérique. Du coup, vous êtes un peu entre DTX et télésurveillance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et comment la télésurveillance s'intègre finalement dans AxoMove ? Avec plaisir. Donc, je suis Boris Lévesque, je suis un des cofondateurs et dirigeants d'AxoMove. Donc, on est une start-up du numérique en santé, on est basé à Lille, on existe depuis 2017, on a une vingtaine de collaborateurs, à travailler sur des problématiques à la fois de prévention et de rééducation en santé physique. Et donc, on voit véritablement le modèle français de la télésurveillance prise en charge en partie par l'assurance maladie comme une véritable opportunité pour la rééducation. Et donc, déjà, quand on parle de rééducation, il faut savoir de quoi on parle. En fait, la rééducation, c'est un monde qui est très très vaste.
c'est qu'on va parler de patients, par exemple, qui ont des problématiques ostéo-articulaires. On pense à des patients qui ont une lombalgie chronique, par exemple, qui sont atteints d'arthrose, qui ont une polyarthrite rhumatoïde, par exemple. On parle aussi de patients neurolésés, qui ont fait un AVC, qui sont hémiplégiques, des patients qui ont l'indice de Parkinson, qui ont la sclérose en plaques. Mon papa a lui-même une sclérose en plaques, je vois très bien les problématiques auxquelles il fait face dans son parcours de rééducation. Et aussi une grosse autre catégorie dans la rééducation, c'est tout ce qui est pathologie cardio-respiratoire. Donc avec nécessité de rééduquer des patients qui sont insuffisants cardiaques ou des patients qui ont une BPCO, par exemple. Et donc le point commun avec ces patients, c'est qu'à un moment donné dans leur parcours de soins, une bonne partie d'entre eux intègrent des centres de rééducation. Et donc dans ces centres de rééducation, au centre SMR, en général, les séjours ils vont durer à peu près 1 mois. La durée moyenne de séjour, c'est à peu près une trentaine de jours. Et la problématique en fait, de cette rééducation, c'est que ce temps-là, il est hyper court. Et il est nécessaire, certes, au départ, mais c'est une étape qui est largement insuffisante, puisque la rééducation va impliquer une vraie discipline du patient quand il rentre à domicile pour mettre dans son quotidien en pratique les choses qu'il a apprises au centre de rééducation. Donc il y a une vraie problématique de mise en application. Et aussi, et c'est le cœur de la rééducation aujourd'hui, l'observance régulière, quotidienne, hebdomadaire, de programmes d'exercices thérapeutiques. Et donc là-dessus, il y a un vrai enjeu, puisqu'aujourd'hui, alors que ce soit les médecins prescripteurs de la rééducation, on pense aux médecins MPR, aux rhumatologues, aux neurologues notamment, mais aussi les rééducateurs, on pense aux kinésithérapeutes, aux enseignants en activité physique adaptée, aux ergothérapeutes. Ces gens-là, ils ont dans leur décret de compétence l'obligation d'autonomiser le patient. D'accord ? Et donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont faites depuis plusieurs années, typiquement partager un livret d'exercice papier, par exemple, avec tel exercice à faire pendant X jours, puis tel exercice à faire pendant X jours. Il y a des praticiens qui utilisent des applications aussi de prescription d'exercices, mais on se rend compte que ça fait assez rapidement plouf. C'est utilisé au début et sans en fait, l'accompagnement d'un professionnel de santé, ça s'essouffle assez rapidement. Et donc là où je pense, et on pense chez AxoMove que la télésurveillance a un vrai rôle à jouer, c'est que plutôt que cette étape de « tiens, voilà ce livret d'exercice, rentre à la maison et puis débrouille-toi », on voit du coup dans ce modèle-là le professionnel de santé rémunéré pour cette activité-là. Donc aujourd'hui, on lui dit de faire ça, mais il n'est pas rémunéré pour le faire. Là, avec cette modalité, il va être rémunéré pour le faire. Donc de faire rentrer et d'accompagner à domicile le patient avec un vrai suivi, une vraie surveillance du patient. Et donc grâce à AxoMove, aujourd'hui, il a une prescription d'un programme d'exercice et une vraie télésurveillance de son état clinique. Et en fonction, par exemple, de la douleur qui est reportée par le patient, la difficulté à réaliser tel ou tel exercice, eh bien, on a quelque chose de beaucoup plus sécurisé, aussi de personnalisé. C'est-à-dire que l'équipe paramédicale et médicale qui font le préfiltrage et le filtrage des alertes et l'accompagnement thérapeutique vont pouvoir vraiment hyper personnaliser la prise en charge. Et surtout, et c'est là où on a déjà des premières données, que cette télésurveillance, le fait d'avoir un accompagnement d'un professionnel de santé, décuple totalement l'observance aux exercices. Et donc, pour qu'un traitement par l'exercice soit efficace, c'est un peu comme quand on a une thérapie orale. Le premier facteur, c'est que le patient prenne sa pilule. Là, c'est pareil. Pour que le traitement marche dans la durée, il faut que le patient fasse ses exercices. Et donc là, le modèle de télésurveillance, c'est un modèle qui offre vraiment des opportunités de ce point de vue-là. Ok, oui, donc c'est vraiment un atout finalement pour favoriser l'observance chez le patient. Oui, et puis l'objectif final étant évidemment éviter les rechutes, éviter les réhospitalisations qui sont nombreuses. Quand on a des pathologies chroniques comme la lombalgie, des rhumatismes inflammatoires, des maladies neurologiques aussi, comme la CEP par exemple, il y a des séjours qui sont récurrents en centre de rééducation, des réhospitalisations récurrentes. L'objectif de ce suivi-là, c'est aussi d'éviter tout ça. D'accord. Merci Boris. Oui, donc nous avons vu l'ensemble des acteurs, à la fois l'administration, les startups, l'industrie, et maintenant on arrive au moment des questions. Donc nous allons voir les questions apparaître sur l'écran puisqu'on a dit qu'il fallait que les questions passent par la plateforme. Donc nous attendons de voir ces questions. Je peux évidemment demander à Fabrice, en attendant, de réagir sur le plan financier. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé à vos oreilles lorsque vous avez entendu plus de 1 000 € par patient et par an? Oui, non, mais c'est vraiment ça, c'est 1 300 € par patient pour... Ah, mais bon, en même temps, c'est les cardiologues. Hein, code ambulatoire pour les assurés publics. D'accord, oui, oui. Non, ça laisse rêveur. C'est sûr que ça devrait accélérer les déploiements. Parce que pour le... Ah, Yann Maël. Non, c'est une bonne base, je trouve. On négocie en allemand. Non, mais je pense qu'on finance avec ça... pas que le médecin, il y a aussi son infirmière. Oui, il y a, la procédure totale. La procédure, le logiciel y compris? Le logiciel y compris. Ah oui, alors finalement, on ne doit pas être très loin de ce qu'on achète. D'accord. Et seul le dispositif, du coup, n'est pas pris en charge. Non, mais c'est le paquet. D'accord. On s'est fait une fausse joie. Ouais. Bon, Alors, ouais. vous allez préparer vos bagages pour l'Allemagne. Vous vous doutez bien qu'on a regardé, quand on a mis le modèle de droit commun, ce qui se passait à l'étranger. Et effectivement, on a très rapidement eu le modèle allemand. Et on s'est dit, tiens, 1 200 €. Et en fait, en creusant, on s'aperçoit déjà qu'ils n'ont pas de SAMU-SMUR là-bas. Donc la télésurveillance, en fait, est un palliatif au SAMU-SMUR, donc de l'urgence. Et cette urgence et ce tarif prend en charge la réaction de l'équipe médicale, parce qu'il n'y a pas que le médecin, il y a aussi beaucoup d'autres personnes, comme la télésurveillance, mais là de façon beaucoup plus complète, parce qu'on est dans une situation urgence type SAMU-SMUR. La réalisation de CG, plus ou moins d'échographie, plus ou moins la télésurveillance, la réaction des professionnels de santé, l'allocation du matériel, donc de télésurveillance, mais aussi le matériel physique pour réaliser le CG, etc. Donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus à la fois dures, complexes et chargées en termes de choses à payer. Donc voilà. Et puis il y a un témoin de façon qui montre si on est bon ou pas bon sur le tarif en France, c'est la vitesse d'implémentation. Ça, je ne me prononce pas. Voilà, non mais c'est un bon marqueur. Entre avant et après, on peut mesurer. Il y a une petite question aussi sur la responsabilité des médecins si une alerte grave n'est pas gérée dans les temps. Alors ils ne vont pas plus en prison lorsqu'ils font de la télésurveillance globalement, parce que la règle est hyper simple. À partir du moment où un médecin a une information sur l'état d'un patient, quelle que soit la source d'information et le moyen de l'information, que ce soit un téléphone, un fax, un mail ou un pigeon voyageur, il a l'information, il la traite. Donc ça ne change strictement rien à sa pratique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est indiqué sur le logiciel de télésurveillance que le patient doit l'utiliser entre 9h et 17h et tel jour, eh bien, l'alerte étant vue par le médecin, il la traite, que ce soit par un mail qu'il reçoit, on a dit, ou quel que soit le moyen. Donc finalement, ça ne change absolument rien en termes de responsabilité, en termes de pratique clinique et surtout en termes d'assurance, puisque les couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle ne sont pas du tout négativement impactées. Il n'y a pas d'augmentation des primes à verser. Ça ne change vraiment rien. Hein. Donc voilà, à partir du moment où on a une information, on la traite. Si on n'a pas une information, on ne la traite pas. Moi, si je peux apporter une réponse par rapport à la manière dont on gère cette discussion avec les médecins, c'est... on leur dit, l'avant, c'est quand même une situation très souvent où il y a une ligne d'appel qui est bouchée, où les patients qui ont un besoin, qui appellent l'hôpital, n'arrivent pas forcément à joindre le bon professionnel de santé, ils sont en difficulté face à cela. Et donc, il y a plus de risques à avoir des patients qui ont des difficultés, qui cherchent à joindre l'hôpital, mais qui ont du mal à le joindre, que d'avoir un système où il y a une capacité d'être réactif. Et ensuite, nous, côté télésurveillance, au niveau applicatif, on est capable de dire aux patients, les horaires ouvrables, c'est cela. En dehors des horaires ouvrables, voici les conduites à tenir. Et en ayant une approche comme ça, on est dans une situation de sécurité du parcours bien meilleure, en tout cas de la perception jugée par les médecins comme les patients. Juste une question rapide pour Claire. Est-ce que cette problématique remonte du terrain, que le médecin a peur de sa responsabilité et qu'il en parle avec le délégué ? Je pense que oui, il y a une partie des médecins qui s'interrogent, mais comme le dit Fabrice, il commence, enfin, ce message de c'est pas différent de la vraie vie, commence à être bien diffusé et mieux compris en fait. Mais de façon claire, ces questions reviennent. Ces questions de responsabilité reviennent régulièrement, je pense, parce que ça a été au départ la première façon de dire « je ne veux pas le faire Ah oui, ». Je ne veux pas être dérangé en vacances, je ne veux pas être dérangé le week-end. Effectivement, mais là, le meilleur marqueur, là aussi, c'est la prime d'assurance. Si elle ne demande pas, c'est qu'il n'y a pas de ce-risque. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Coralie ? Je leur dirai de répondre ça maintenant. Oui.
Alors, on avait une question sur la télé-réadaptation qui a disparu, mais en gros, la question était, est-ce que la télé-réadaptation est-elle remboursée? À quel prix, quelle que soit la pathologie? Et du coup, on demandait quel canal utiliser, Pécan. Alors, ouais, c'est une bonne question et la sémantique est hyper importante. Alors, la télé-réadaptation, elle n'est pas, je ne crois pas en tout cas, définie au niveau du ministère. On parle plutôt, en tout cas dans mon jargon, de IHDJ, c'est-à-dire de l'hôpital de jour numérique en SMR, donc spécifique pour les soins de rééducation. Et donc cette hospitalisation numérique ne s'applique de fait qu'à des patients qui sont hospitalisés, donc sur une file active d'un SMR. Et donc ça a été mis en place de manière temporaire, provisoire, en 2020, durant la crise que vous connaissez tous, parce que les centres soit ont réduit drastiquement leur file active, soit ont complètement fermé. Et donc, comment on continue les soins en renvoyant les gens chez eux? Donc là, on a permis d'ouvrir, si vous voulez, des places d'hôpital de jour numériques sur la base d'un financement identique à l'hôpital de jour conventionnel. D'accord? Avec les mêmes règles de prise en charge, 3 interventions de 2 professionnels de santé différents. Et donc ça, c'est un financement qui est toujours provisoire, cadré par une enveloppe budgétaire qui est limitée, mais qui est aujourd'hui loin d'être consommée. Et par ailleurs, il y a ce qui se passe dans les SMR en ce moment, c'est qu'il y a un changement de financement du SMR. Une révolution totale du financement des SMR. Et dans le cadre de cette réforme du financement, va être intégrée la valorisation et le financement pérenne de cette activité d'hôpital de jour numérique. Donc voilà, ça c'est ma compréhension du terme de la télé-réadaptation. Et donc du coup, chez AxoMove, nous on travaille aujourd'hui, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, à vendre la solution aux centres de rééducation pour qu'ils l'utilisent avec leurs patients hospitalisés. En revanche, ce dont j'ai parlé tout à l'heure et où la télésurveillance a un vrai impact, c'est que les gens qui sortent de centres de rééducation, pour certains, et s'ils trouvent un kiné en ville, très bien, ils seront suivis en ville, mais il y a une bonne partie qui, pour des raisons de déserts médicaux, pour des raisons de compétences aussi, on a des cabinets de kiné aujourd'hui en ville, ils ne savent pas faire. On a des patients parkinsoniens, on a des patients arthrosiques, lombalgie chronique, les praticiens ne savent pas faire ou ne veulent pas faire. Ça aussi, c'est une problématique. On estime en Europe qu'il y a à peu près 30% des patients qui ont des besoins de rééducation qui n'y ont pas du tout accès. Et donc on voit aussi, si vous voulez, cette activité de télésurveillance comme une véritable opportunité d'améliorer l'accès aux soins et d'offrir un continuum de soins, de les accompagner en sortie de centre de rééducation pour qu'ils soient suivis dans leur rééducation par les mêmes professionnels de santé qui en plus les connaissent. Puisque AxoMove a été introduit déjà en hospitalisation, parfait, c'est toujours le même professionnel ou les professionnels qui vont te suivre dans un cadre de télésurveillance puisqu'on n'est plus hospitalisé une fois rentré à domicile. Donc, et puis, ça, je me permets de jumper même un peu de loin, puis il y a un vrai bénéfice aussi dans le contexte de désertification des professionnels de santé dans plein de régions et pas forcément les campagnes, qui est hyper intéressant. Une réponse synthétique de la part de Vincent Vercamer et qui sera complétée sur l'Allemagne par Constant sur les délais pour la mise en place d'un tarif applicable. Vincent avait dit en moyenne 4 mois après, une fois le dossier traité. Et donc cette personne demande clarification. Non, en gros, l'idée pour Pécan, c'est vous avez 3 phases. Il y a une phase préparatoire et qu'il ne faut pas négliger. Et le coût de l'échec est bien plus important que le coût du retard. Donc il vaut mieux prendre quelques mois de plus avant de déposer le dossier. Mais après, une fois que le dossier et la demande est déposé, l'idée c'est qu'en 4 mois, le dossier a été évalué et que la solution, si les feux sont verts, soit prise en charge. Donc vous pouvez avoir le premier patient remboursé au bout de quelques mois, 4 mois, après la demande initiale. Et ensuite, vous avez, à partir de ce moment-là, 1 an de Pécan, le temps de finir vos démarches de droit commun, de déposer les dossiers de droit commun avant les délais qui sont, auxquels vous vous engagez. Hein. Quand vous rentrez dans Pécan, vous dites « je fais de la télésurveillance, j'ai 9 mois après le feu vert pour déposer le dossier définitif ». Pour laisser du temps, avant la fin des 1 an et des 12 mois, aux autorités pour voir les preuves et les éléments que vous apportez. Et donc après, il y a la phase, donc 1 an, et puis une phase de
de transition vers un droit commun. Beaucoup de logique dans ce que vous dites, certainement, de votre double carrière privée et publique. Et Constant, en Allemagne, très très synthétiquement, comment ça se passe ? Oui, effectivement, c'est 6 mois. Il y a possibilité aussi de réétudier le dossier. Alors effectivement, là, on parle de ce qu'on connaît, qui est en fait pour le programme DIGA pour les DTX. Pour la télésurveillance, on ne sait pas encore, puisqu'on va bien voir. Donc voilà, mais c'est 6 mois et normalement, après, ça peut aller jusqu'à 18 mois en fait pour tout le dossier, selon aussi effectivement la classe de risque, puisque la classe de risque peut effectivement être amenée à évoluer, puisqu'il y a une extension. Donc après, ce sera aux autorités compétentes, je ne me permettrai pas de parler à leur place. Et si je peux juste très rapidement lancer un appel à toutes les entreprises françaises qui développent des solutions digitales et innovantes. Sachez qu'en Allemagne, vous avez un marché qui est rempli d'opportunités avec des subventions publiques pour numériser, digitaliser le système de santé, le système de soins et les hôpitaux. Donc voilà, passé 2028, 2030, je pense que certaines opportunités ne seront plus là. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur des marchés pour développer votre croissance et pour faire rayonner aussi votre savoir-faire, parce que votre savoir-faire est réel. On va chacune vous remercier. Moi, pour ma part, je voulais aussi remercier l'équipe d'Interaction Healthcare. Il y a un travail fou que vous ne voyez pas derrière les scènes en préparation en amont, et aussi tous nos intervenants. Nous nous sommes réunis, tout a été vraiment préparé pour tirer le meilleur parti de cette petite période pour explorer d'énormes sujets. Qu'est-ce que vous en dites, Coralie ? Oui, je suis d'accord. Non, mais merci à toute l'équipe d'Interaction et à nos intervenants pour leur éclairage. Je pense que voilà, on a fait le tour du sujet, on a eu pas mal d'infos, donc j'espère que ça vous a éclairé vous aussi. Et les replays seront disponibles dans quelques jours, et je pense que par la suite, ici, vous pouvez déjà discuter et prendre quelques minutes avant de partir pour ceux qui ne restent pas pour le dîner. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous.